Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de nos sources du jour. On a rassemblé un dossier vraiment fascinant avec des tas d'études économiques, des rapports historiques, des trucs environnementaux. Ouais, une belle pile de documents. Et tout ça dans un but très précis, en fait. Exactement. L'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre le prix réel de notre confort moderne. Parce qu'on en profite tous les jours, mais la facture, on la regarde rarement. C'est clair. Et pour bien visualiser ça, on peut peut-être commencer par une image, une situation concrète. Ah oui, j'adore cette idée tirée de nos notes. Imaginons une immense maison familiale, genre une demeure magnifique avec des jardins immenses et fertiles, des nappes d'eau souterraines super pures et des caves remplies de minerais. Voilà. Et cette maison, c'est la Terre. Et toutes ces richesses, c'est l'héritage qu'on a reçu de nos ancêtres, tout simplement. Sauf que pendant des millénaires, la vie dans cette baraque était super modeste. Les gens prenaient juste ce dont ils avaient besoin au jour le jour, sans casser les murs ou vider la cave d'un coup. Ouais, ça vivait au rythme des saisons, on va dire. Et puis, soudainement, une révolution totale. Et c'est là que les données de notre dossier sont dingues. En un demi-siècle à peine, le niveau de vie d'une grande partie de l'humanité a plus évolué que pendant les 2000 ans d'avant. C'est une accélération complètement folle. C'est vertigineux. Et en économie, cette accélération, elle a un nom très simple. C'est la croissance économique. La fameuse. C'est ça? Parce que pendant des siècles, l'humanité, elle luttait juste pour survivre, hein. Il y avait les famines, les aléas du climat. La croissance économique, c'est cette mécanique qui a permis de produire des biens et des services en masse et en continu. Donc c'est pas juste un truc abstrait de la bourse ou de banquiers en costume. Non, pas du tout. C'est ce qui a permis de garantir une alimentation abondante avec l'agriculture mécanisée, de construire des logements en dur, de chauffer les maisons. C'est une augmentation de la production de richesse qui a littéralement sorti des populations entières de la survie matérielle. Ok, décortiquons ça. Parce que, attends, je veux bien qu'on aborde les problèmes que ça pose, mais cette croissance, elle a sauvé des millions de vies, non? Ah mais totalement. Sans cette industrie, sans cette production de masse, on vivrait encore avec l'espérance de vie du Moyen Âge. Donc, c'était un mal nécessaire pour sortir de la misère, en fait. C'est un super argument. La croissance a été un moteur d'émancipation incroyable. La mortalité infantile a chuté, l'espérance de vie a explosé. Le problème, et c'est ce que pointent nos rapports, c'est que la machine s'est emballée. Elle a surchauffé. Ouais, c'est exactement ça. Ce triomphe matériel, il est arrivé avec une facture cachée énorme. Et l'amélioration rapide de nos vies a agi comme un immense écran fumé. Genre, le confort nous a anesthésiés. On n'a pas vu les fissures dans les fondements de notre grande maison familiale. C'est ça. On regardait la télé dans le salon pendant que la cave prenait l'eau, pour filer la métaphore. Ouais, le portefeuille sourit. Mais le vrai coup, genre la rivière polluée par les teintures à l'autre bout du monde ou les conditions de travail horribles, ça, c'est pas écrit sur le ticket de caisse. Voilà, c'est l'illustration parfaite de ce qu'on appelle une externalité négative en économie. Et c'est un concept clé pour comprendre notre situation actuelle. Une externalité négative? D'accord, comment ça marche concrètement? En gros, une entreprise produit un truc, ça crée de la croissance, des emplois, ça c'est cool. Mais si son usine crache des fumées toxiques et qu'elle paye pas pour dépolluer, le coût, il disparaît pas. Il est juste transféré à quelqu'un d'autre. Exactement. Il est transféré à la nature et à la société qui va payer les frais médicaux pour les maladies respiratoires des riverains. L'entreprise garde l'argent pour elle, mais elle partage la pollution avec tout le monde. C'est hyper cynique quand on y pense. Elle privatise les profits et socialise les pertes. C'est le résumé parfait. Et pour garder les taux de croissance toujours plus élevés, on a multiplié ces externalités, jusqu'à frôler la rupture. Ce qui nous amène à la partie vraiment sombre de notre dossier. Parce que quand on pousse cette logique à l'extrême pour réduire les coûts, c'est plus juste un petit nuage gris. Ça donne des traumatismes industriels mondiaux. Les rapports font froid dans le dos. Prenez Bhopal, en Inde, en 84. C'est pas juste un accident de parcours ou de la malchance. C'est le résultat d'une pression économique. Totalement. Pour faire des pesticides très bon marché, l'usine a coupé dans les budgets de sécurité. Ils ont même désactivé des systèmes de réfrigération vitaux, juste pour faire des économies d'énergie. Purée! Et le résultat? Une fuite de gaz toxique sur une ville endormie. Des milliers de morts en une nuit. C'est l'externalité négative absolue. C'est terrifiant. Des décisions de comptables qui finissent en cauchemar. Et la liste dans nos sources, elle est longue. Tchernobyl en Ukraine en 86. Même logique. Garder le système énergétique à fond, ignorer la sécurité, et paf, un nuage radioactif sur toute l'Europe. Des terres inhabitables pour des siècles. Et on peut remonter à Seveso, en Italie, dans les années 70, avec un nuage de dioxine,
ou l'Exxon Valdez aux États-Unis en 89. Ah oui, le supertanker qui s'échoue. Ouais, parce que la soif de pétrole exigeait d'aller toujours plus vite avec des équipages épuisés, des millions de litres de brut sur les côtes. Tout ça, ça a la même racine, valoriser la production à court terme au lieu de gérer le risque à long terme. Je vais me faire l'avocat du diable, là. Ces catastrophes, c'est atroce, mais ça reste des trucs exceptionnels, non? D'ailleurs, ça a poussé à faire des lois plus strictes après. Est-ce que c'est vraiment ça le plus gros danger pour la planète? C'est une super question. Et en fait, c'est la grande illusion. Ces catastrophes font les gros titres, parce qu'elles font le buzz, c'est spectaculaire. Alors que la vraie menace est plus discrète. Exactement. La vraie dégradation, celle qui ronge notre fameuse maison, elle est quotidienne. C'est la pollution multifactorielle. La croissance demande de produire plus, donc de jeter plus. C'est juste mathématique. L'accumulation là tous les jours, quoi. Nos sources découpent ça en 3 grandes strates. D'abord, nous, à la maison, avec nos montagnes de plastique et nos eaux usées. Ouais, l'activité domestique. Ensuite, l'industrie, qui laisse fuiter des métaux lourds dans les rivières. Et le troisième, on l'oublie souvent, c'est l'agriculture intensive. Ah, l'agriculture, c'est un point critique. Pour nourrir la croissance démographique, on a gavé les terres de produits chimiques de synthèse. Des engrais, des pesticides, on force le sol à donner plus, mais au final, ça tue la vie dedans. Le sol devient stérile et les nappes d'eau en dessous sont empoisonnées. Et cette combinaison de pollution, elle nourrit un truc encore plus gros, le réchauffement climatique. Le fameux. Bah oui, parce que pour faire tourner tout ça, il a fallu extraire massivement des énergies fossiles. En brûlant le charbon et le pétrole, on a relâché des quantités dingues de carbone qui étaient sous terre. Ça fait une sorte de couverture thermique autour de la Terre. C'est ça l'effet de serre. C'est ça. Ça piège la chaleur. Et le truc, c'est que ça fait pas juste monter le thermomètre de quelques degrés. Ça dérègle tous les courants marins et aériens. D'où les tempêtes hallucinantes et les inondations qui détruisent en un jour ce qu'on a mis des années à construire avec notre croissance. Exactement. L'ironie est totale. Et ça nous pousse vers un autre mur. L'épuisement pur et simple des ressources. Le carburant de notre moteur économique. Parce que la Terre a des limites physiques, tout simplement. Voilà. Et là, il faut bien distinguer deux choses. Les ressources non renouvelables et les autres. Les non renouvelables, genre le pétrole ou les minerais, c'est un stock fini. Tu brûles 1 litre, il est mort pour toujours. Ça, c'est assez facile à comprendre. On vide le réservoir et du coup, on prive les générations du futur de ces matériaux. Mais qu'id des ressources dites renouvelables? Bah, c'est là le piège. Parce que le mot renouvelable, ça rassure de fou. On se dit, l'arbre va repousser, l'eau va retomber en pluie, les poissons vont se reproduire. C'est magique, la nature gère le SAV. C'est le plus gros biais cognitif de notre système. Le souci, c'est pas de savoir si l'arbre repousse. C'est la vitesse à laquelle on le coupe. C'est un choc entre le temps de la biologie et le temps de l'économie. Ah, attends. Si je prends une image financière de notre dossier, c'est comme avoir un compte en banque. Ce compte génère des intérêts. Les ressources renouvelables, c'est ces intérêts. Très bonne analogie. Tant qu'on dépense que les intérêts, le capital bouge pas. Mais avec la pression de la croissance, on a commencé à dépenser beaucoup plus que les intérêts. Donc on tape dans le capital. Et le compte se vide. C'est la mécanique de l'effondrement, tout simplement. L'industrie est tellement vorace que la nature a plus le temps de suivre. On coupe les forêts primaires plus vite qu'elles ne peuvent stocker le carbone. On pompe l'eau des nappes phréatiques plus vite que la pluie ne les remplit. C'est ce qu'on appelle le dépassement de la biocapacité. Et le résultat, c'est des terres qui deviennent des déserts et des animaux qui s'éteignent parce qu'on a rasé leur maison. Si on fait une petite pause là, c'est juste glaçant. On est dans une voiture de sport à 200 à l'heure et le moteur détruit son propre carburant pendant que les gaz d'échappement remplissent l'habitacle. Ouais, l'image fait pas rêver, hein. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que même face à ce mur, la prise de conscience a été super lente. On n'est pas devenu écolo du jour au lendemain. Ah non, pas du tout. Dans les années 70, les économistes ont d'abord essayé de mettre une rustine sociale. Ils voyaient bien que la croissance du PIB, si c'était juste pour rendre 3 mecs riches, ça marchait pas. Donc, ils ont inventé le développement humain. C'est ça. Essayer de répartir un peu la richesse, d'assurer l'éducation, la santé, de réduire les inégalités. Ce qui est une idée géniale en soi, hein. Allonger l'espérance de vie, donner des emplois dignes. Mais pourquoi ce modèle-là, il n'a pas suffi? Parce qu'il avait un angle mort gigantesque. Le développement humain, il s'occupait des passagers dans ta voiture de course. Il vérifiait que tout le monde avait une ceinture et un bon siège. D'accord. Mais il ignorait complètement que la voiture elle-même était en train de fondre. Il voyait la nature juste comme un décor gratuit et infini. Sauf que tu peux pas avoir des hôpitaux qui tournent si le climat détruit les récoltes et que l'air te rend malade. Le social tout seul, ça tient pas sans le physique.
Et face à cet échec, il a fallu pondre un nouveau logiciel mental. Fusionner l'économie, le social et la nature. Le fameux développement durable. Un changement de paradigme complet. On intègre de force l'environnement dans l'équation. Et la naissance de ça, c'est dans le rapport Brundtland-Bee, à la fin des années 80. La définition est devenue culte. Je la lis de nos notes. Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. C'est beau, non? Très beau. Mais au-delà de la phrase de com', ça change quoi dans la vraie mécanique de l'économie? Ça ajoute un truc inédit pour les entreprises, le temps long. Avant, l'économie, c'était le bilan à la fin du trimestre. Là, tu dois prouver que ta décision, elle va pas flinguer la planète dans 50 ans. C'est la fin du tout de suite et tant pis pour demain. J'aime bien comparer ça à une course de relais. Dans la croissance classique, le coureur sprint, il défonce la piste avec ses pointes pour péter le record et s'il s'écroule à la fin, il s'en fout. Tant qu'il a sa médaille. Voilà. Alors qu'avec le développement durable, le but, c'est pas juste de courir vite, c'est de s'assurer que le témoin qu'on a dans la main, donc une planète vivable, il arrive en un seul morceau dans la main du prochain coureur. C'est hyper visuel, ouais. Et pour pas faire tomber ce témoin, le concept s'appuie sur 3 piliers indissociables. C'est une ingénierie à 3 têtes, les pouvoirs publics, les entreprises et les citoyens. Les 3 piliers. Franchement, développement et durable, ça sonne un peu comme un oxymore par moment. Comment on peut faire tourner des usines sans abîmer la nature? Faut pas juste arrêter l'économie. Non, surtout pas, et c'est la subtilité du truc. C'est pas punitif, c'est transformateur. Le premier pilier, ça reste l'économie. Faut que ce soit efficace. On a besoin d'innover, de financer les écoles, etc. Mais faut produire autrement. Recycler à l'infini, par exemple. Donc, si on reprend l'image de la voiture, ce premier pilier économique, c'est le moteur. Il faut de la puissance pour avancer. C'est ça. Le deuxième pilier, c'est le social. Il faut que ce soit équitable. La richesse de ce moteur, elle doit pas aller qu'aux pilotes. Il faut de la justice sociale, des bons salaires, combattre la misère. Donc le pilier social, c'est le système de freinage, la ceinture de sécurité. Ça garantit que la course reste sûre et qu'on perd personne dans les virages. Et le dernier pilier, L'environnement. Tout doit être écologiquement tolérable. Respecter les cycles de la nature, baisser les émissions de carbone, arrêter de détruire les forêts. le système de refroidissement du moteur, quoi. Et c'est là qu'on voit que si on enlève un seul des trois, tout pète. Exactement. Si on met le moteur à fond sans refroidissement écolo, ça fond et on s'arrête. Et si on a un super refroidissement mais qu'on enlève les freins sociaux, la société va droit dans le mur à cause des inégalités et des révoltes. Vous avez tout compris. Faire du développement durable, c'est faire les 3 en même temps. Sinon, c'est du marketing. C'est un équilibre permanent et super dur à trouver entre l'efficace, l'équitable et le tolérable. Bon, pour résumer un peu cette grosse exploration d'aujourd'hui, la croissance classique a boosté l'humanité pendant 50 ans, on est sorti de la survie brute, Ouais, un exploit historique. mais la facture environnementale, elle est monstrueuse. Pollution chimique, climat qui déraille, ressources épuisées. Du coup, on est obligé de passer au développement durable pour pas faire faillite écologiquement. Si on relie ça à une vision plus globale, le changement mental est dingue. On passe de compter des tonnes de ciment à chercher une vraie qualité de vie. On change de repère. Ouais, et surtout, la nature n'est plus un supermarché gratuit où on se sert. Elle devient un partenaire actif de l'économie. Sans elle, on fait rien. Ce qui amène à une dernière réflexion trouvée dans les textes juridiques du dossier. C'est un truc qui retourne le cerveau. Ah, je crois voir de quoi vous parlez. Le cœur du développement durable, c'est de protéger les générations futures. Mais toutes nos lois, nos tribunaux, ils sont faits pour les gens qui sont vivants là, tout de suite. Eh oui, comment on donne des droits à des gens qui ne sont pas encore nés? C'est fou, hein? Un juge aujourd'hui pourrait bloquer une usine méga rentable juste au nom de citoyens qui naîtront en 2070. Comment on fait siéger des fantômes du futur dans les conseils d'administration? C'est la frontière ultime du concept. C'est le défi philosophique du siècle à venir. Bah écoutez, on laisse méditer là-dessus, ce casse-tête juridique pour sauver l'avenir de la maison. Merci d'avoir apporté votre éclairage sur ces documents complexes. Avec grand plaisir, c'était passionnant. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette plongée dans les racines de notre économie. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle exploration de nos sources.